Alright, salut tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on fait un épisode sur la saison de foot, quoi faire in season. Il y a quelques semaines, on a eu l'épisode sur le training camp. Maintenant, on va vous donner tous les outils possibles pour vous assurer de performer du début jusqu'à la fin de la saison. On va parler de panoplie de sujets, encore une fois, de nutrition, de training, puis plus encore. Bam, je te laisse commencer avec ta petite mise en sujet, ton petit... Yeah, so, guys, vous voulez pas être un off-season hero, man. C'est la grosse affaire. Vous voulez pas performer, man, durant toute votre off-season, lifter lourd, battre tous tes PR, puis battre tout le monde dans les courses, limite arriver au testing day, puis avoir des super bons tests, puis être impressionnant point de vue athlétique, off-season, whatever. Puis après ça, tomber dans l'ombre en saison. Au final, on s'entraîne pour performer sur le field. On s'entraîne pas pour performer dans la salle de poids. On s'entraîne pas pour performer aux courses d'équipe. On s'entraîne pour performer sur le terrain et on s'entraîne pour performer tout le long de la saison. Puis surtout à la fin de la saison, on joue au foot. Oui, parce que c'est le fun. Satisfaisant, fesser quelqu'un, c'est le fun. Mais on joue pas pour avoir pour gagner Oui, on joue pour gagner la bannière de champion de ligue à la fin, mais ultimement, que tu sois champion de ligue ou non, dans le sens que tu as une saison parfaite ou que tu as une coupe de défaites, on s'en fout si tu gagnes pas la dernière game de l'année à la fin de l'automne slash début hiver au Québec, Ouais, et la 100%. finale, soit le bol d'or, la Vanier Cup ou whatever. Je connais absolument personne qui joue au foot en se disant comme ah non, moi je joue puis je veux juste jouer. Si je gagne ou je perds, c'est pas grave, no big deal. Je joue pour le fun. C'est comme oui, tu joues pour le fun, oui, tu joues parce que t'aimes la game, mais réellement, tu veux gagner. Tu veux gagner, puis si tu veux mettre toutes les chances de gagner de ton côté, avec tes performances individuelles, mais que toute ton équipe soit dans le même bateau, c'est important que tu rentres au training camp et que tout le monde ait un gros off-season. Important. On ne veut pas négliger l'importance du off-season, en bon training camp, arriver en shape là. Mais ce qui est le plus important, c'est de performer jusqu'à la fin. Tes games de saison comptent, mais à the end of the day, si tu es dans les playoffs, tu as une chance de gagner le championnat comme tout le monde. Right? Puis à ce moment-là, c'est vraiment qui va le mieux performer, qui va le mieux performer, mais qui va le plus progresser à travers les pratiques de foot, à travers les games, à travers l'année. Mais une des autres choses qui est souvent négligée une saison, c'est est-ce que toute l'équipe est aussi vite? Est-ce que toute l'équipe est aussi forte? Est-ce que toute l'équipe est aussi en shape? Est-ce que toute l'équipe est aussi en santé? Parce que probablement que t'assurer de continuer à t'entraîner, on va diminuer le risque de blessure. Est-ce qu'on va éviter? Est-ce qu'on va rendre comme impossible qu'il y ait de blessures? Non, on joue au foot. Il va en avoir des blessures. Mais le plus important, c'est de performer au mois de novembre si tu es au Québec, quand les playoffs sont là, parce que chaque game des playoffs, c'est, tu sais, there's no tomorrow, puis tu veux gagner le championnat à the end of the day, puis je pense que t'assurer de au moins finir la saison en aussi bonne shape que tu étais, si pas en meilleur, c'est la clé du succès au football. Parce que je pense que c'est vraiment overrated. Puis en ce moment, c'est pas toutes les équipes qui le font. Fait que c'est vraiment une façon d'aller chercher un edge sur ta compétition. Yeah, exact. So, point de vue training, c'est pas parce que t'as battu tes PR au testing, à la journée de testing avant le début du training camp, par exemple, que you made it. Pas parce que t'as été plus vite à une journée X ou de test ou parce que t'as été plus vite à l'entraînement, plus fort à l'entraînement, que tu vas retenir ces qualités-là. Si tu ne maintiens pas les qualités que tu travailles dans ton off-season, ils vont se dégrader. Tu vas les perdre. Tu vas perdre ton edge que tu as pris le temps de build durant ton off-season complet. Et ton objectif, c'est garder ces attributs-là, au minimum les maintenir et pas les augmenter pour arriver à la fin de la saison et être en shape. Donc, si tu stimules pas ta force, ta vitesse, ta puissance, ton hypertrophie, c'est pour toi c'est important de prendre la masse musculaire, par ta masse, par ta force, par ta puissance, par ta vitesse, euh, t'es dans un bad spot. Ça va être tough. Ça va être tough. Ça Tu va sais. être tough. Ouais. Fait que, en gros, c'est ça l'objectif de l'épisode aujourd'hui. Fait que, on se lance tout de suite.
parler de nutrition in-season versus off-season. Il y a bien des choses qu'on va dire aujourd'hui qui ressemblent un peu à ce qui est training camp, mais ça va changer. Ça va évoluer dans le fond. Ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est vraiment qu'on soit capable de builder la semaine à tout le monde pour que tu saches comment je mange à travers une semaine de pratique, la veille d'une game, un jour de game et même le lendemain d'une game. Honnêtement, la chose la plus underrated, tout le monde veut savoir comment manger la veille de la game puis le jour de la game. À the end of the day, si tu veux progresser jusqu'à la fin de la saison puis bien récupérer, comment tu manges puis ce que tu fais le lendemain des games est aussi important. Tu sais, je veux dire, une game, c'est super stressant ça, pour ta tête, pour ton esprit, mais aussi pour ton corps. Puis si pour toi, je finis la game, je me claque une pizza, une poutine, je vire une brosse, puis le lendemain, ben je me lève tard, je fais le pacha, je mange un repas ou deux parce que j'ai pas tant faim, ben tu seras pas en bon état pour performer dès le retour à l'entraînement puis aux pratiques le lundi, le mardi, et ainsi de suite. Fait que ça va te prendre plus de temps à recover. So, let's go. On prend une journée de... On va commencer par la fin de la semaine. Okay? On commence avec le game day. Après ça, on va regarder ce qui se passe le lendemain d'un game day. Donc, souvent, c'est le samedi. Game day, dimanche, la journée off pour 95% des joueurs de football au Québec. Ouais. Journée off internationale des Québécois, des joueurs de football québécois. Et après ça, on va descendre la semaine complète, du lundi au vendredi. Training. On parlait de pratique, et on parle de nutrition, et on parle d'entraînement, puis on y va jour par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Yeah, let's go. Fait qu'on commence game day en nutrition, puis on se passe ensuite training puis tout ça. Fait que techniquement, game day nutrition, ce que tu veux faire, là, ça doit ressembler énormément à ce que tu fais habituellement. C'est fou comment, dans les DM de la page MVP Nutrition, on se fait souvent demander comme qu'est-ce qu'il faut que je mange avant une game pour mieux performer. Puis ma réponse est toujours la même. C'est comme tu devrais toujours, à tous les jours, manger ce qui te fait sentir le mieux puis performer le mieux. T'sais, ça devrait pas être différent game day. Il n'y a pas un aliment spécial que toute la semaine est pas bon pour toi, là, mais game day, c'est ça qui va te faire mieux te sentir, mieux performer, ainsi de suite. Comme it makes no sense. Puis à partir de là, c'est... Non, mais c'est vrai, puis c'est ça pareil. Tu sais, si moi, OK, un steak, c'est la chose qui me fait sentir le mieux. Puis là, je lance ça comme ça. OK, ça veut même pas dire que c'est ça. Puis pourquoi je mangerais ça juste avant ma game? Comme, dans la vie, je veux être performant tous les jours, avant les pratiques, avant de travailler, avant d'étudier. Comme, faut pas que tu essaies de faire quelque chose de trop différent. Il n'y a pas de secret sauce, man. Il n'y a pas de sauce secrète, man. Et la performance, c'est quelque chose que tu veux nurture au quotidien, là. C'est pas aujourd'hui, il faut que je performe, so, je vais faire ça, je vais bien manger, puis je vais être good. Mais non, je exact. passe ces jours de la semaine à avoir des habitudes de merde. Manger Un de la peu scrap, douteuse. mode de vie débalancé. Là, tu peux pas te reprendre, là. La performance part le lundi pour ta game le samedi, ou le dimanche 100%. pour ta game le samedi prochain. 100%. Mais reste qu'il y a des timings puis des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut timer. Il y a certains macros qu'on peut leverage aussi. Si tu ne te trompes pas, là, pour mieux te sentir dans le contexte d'une game de foot. Ouais, exact. Puis ce que je vais faire, c'est que on va donner des recommandations qui sont générales. Là, ça reste que c'est hyper contextuel puis adapté à chacun. Fait qu'on va faire aujourd'hui des recommandations générales que tu peux essayer ou pas ou adapter à toi parce que réellement, ça va être différent d'un athlète à l'autre. Mais réellement, on va commencer avec un exemple de game à 1 heure parce que c'est ce qui est le plus fréquent, c'est ce qui est le plus commun des games à 1 heure. Puis je veux pas qu'on donne 8 exemples de journées différentes pour 8 athlètes différents. À un moment donné, on pourrait parler de ça pendant des heures parce que c'est différent pour tout le monde. First thing first, OK? Réveille-toi à 1 heure similaire à l'habitude. OK? On parle pas de nutrition, mais réveille-toi à 1 heure similaire à l'habitude. C'est pas parce que tu as une game. Puis encore une fois, ça, c'est si c'est possible. S'il faut que tu prennes l'autobus plus tôt parce que tu t'en vas jouer à Chibougamau, OK? Ben, il va peut-être falloir que tu te lèves plus tôt, puis c'est la vie. Mais en général, essaie de te lever à 1 heure qui est similaire, puis hydrate-toi au réveil. Okay? Tu devrais le faire à tous les matins, mais c'est encore plus vrai une journée de match, surtout en début de saison quand il fait chaud. On sait au début, fin d'été, début d'automne, il y a des fois là, le samedi ou le game day, il fait vraiment chaud sur le turf. Fait que de t'assurer de bien t'hydrater au réveil, c'est une chose. OK, de l'eau avec au moins du sel, sinon un supplément d'électrolyte serait vraiment, vraiment key. Puis après ça, bon, mais c'est à toi de voir ton appétit, parce qu'il y a des gars qu'on coach, qu'on connaît, qui ont aucun appétit, qui essaient de manger game day, puis qui ont mal au cœur, puis je me souviens, la saison dernière, Justin me parlait qu'il était quasiment malade s'il mangeait avant les games.
Puis il y a d'autres gars qui ont juste trop faim. Il y a des gars qui mangent 2 repas puis un snack avant une game à 1 heure. C'est beaucoup de bouffe. Mais si c'est ce qui te fait sentir bien, you do you. OK? À partir de là, moi, ce que je conseille, c'est un déjeuner qui est très, très, très similaire à ce que tu as l'habitude de faire. OK? Fait que les gars qu'on coach, bien souvent, ça va ressembler à red meat, des œufs, des noix, des berries, un certain légume. On garde le fermented food. Souvent, game day, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer un peu le volume de légumes qu'on a. On veut pas trop de volume de bouffe, right? Fait que souvent, c'est ce qu'on va faire le matin de la game. Puis pour certains athlètes, on va ajouter une petite quantité de carbs autres que les berries le matin. Puis ça, c'est pas tout le monde. Ça va dépendre de voir, puis on va le tester, savoir. Faut que tu le testes avant la première game. Tu sais, si tu as des pratiques le matin ou des pratiques à 1 heure, si tu as un training à cette heure-là, teste-les avant, vois ce qui, toi, te fait sentir le mieux. Méga gros point ici. Là, on parle du game day. Tout ce que tu veux essayer d'appliquer pour le game day, idéalement, tu l'as testé dans ton pre-season game. Avant ça, dans ta game intra. Si tu as une journée avec un scrimmage ou un 12 contre 12 ou une pratique qui est comme plus importante ou que tu peux essayer ces timings-là et ces recommandations-là, tu les essaies. Parce que, comme Marc dit, chaque individu va réagir différemment. Game day, entre autres avec la charge émotionnelle puis comment chaque personne va vivre son stress pre-game. Yeah, exact. Ben, on a parlé déjà de déjeuner. OK, une des choses que j'ai oublié de mentionner en premier, c'est si t'es capable, OK, prends ton CC Walk le matin de la game aussi. On est tannant avec ça. Puis c'est con, sur le podcast, on n'a pas parlé de CC Walk beaucoup, mais prends ton CC Walk, va prendre ta marche après ou anti-hydratant le matin avant la game. Ça va vraiment t'aider d'un point de vue énergétique pour la journée. Ça, c'est vraiment un must. Déjeune, puis ensuite, c'est là où ça dépend vraiment d'un athlète à l'autre. Beaucoup de gars qu'on coach, les gars qui ont de l'appétit et qui sont capables de manger game day, on leur dit déjeune entre 7 et 8, OK? Puis autour de 10 heures, 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures avant la game, tu peux manger un autre repas de protein and de carbs. Fait que souvent, ce qu'on va recommander aux boys, c'est un lean animal protein. Tu veux vraiment pas manger quelque chose de super gras à ce moment-là. Exemple, des poitrines de poulet ou des hauts de cuisse, c'est un petit peu plus gras, mais no big deal. Des crevettes. Puis souvent, les gars vont manger ça avec du riz jasmin puis un fruit ou quelque chose comme ça avant les games. Tu sais, je me souviens, à Limoilou, la saison dernière, on arrivait pour les meetings, puis là, les gars avaient tout leur plat de riz avec le poulet. Il y en a beaucoup qui faisaient ça, les gars qui avaient de l'appétit. Fait que ça, c'est ce que beaucoup de gars vont faire. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas faim. J'ai mangé à 7-8, puis comme à 10h, 11h, j'ai pas faim. T'sais. Mais techniquement, à partir de comme, faudrait que tu remanges avant la game. Parce que si tu déjeunes à 7-8, la game est à 1, puis après ça, la game finit à 4, c'est vraiment loin. Là. Faut que tu ailles manger plus qu'une fois un jour de match. Qu'est-ce qui serait une bonne idée de meal à ce moment-là? Ou de food intake 3 heures avant la game au lieu du repas que tu viens de décrire pour quelqu'un qui a moins d'appétit? C'est-tu de manger liquide? D'avoir un smoothie, un protein shake? OK. Fait que les gars qui ont moins d'appétit, souvent, ce qu'on leur dit, c'est ce que tu vas manger va être plus light, va être plus style collation que repas, puis va être un peu plus proche de la game. Parce que si c'est plus light, tu veux l'avoir un petit peu plus proche de la game. OK. Fait que number one, plus tu es proche de la game, plus tu veux limiter la quantité de fats que tu consommes. Fait que si c'est 3 heures avant la game, les fats vont venir un peu de ta source de protéines, tu pourras en ajouter un petit peu, puis ça serait correct parce que c'est loin et ça va t'aider à te soutenir jusqu'à la game, right? Si tu n'as pas nécessairement fait à cet âge-là, tu veux te faire un snack 1h30, 2 heures avant la game. C'est quelque chose comme une petite demi-heure, une petite heure avant de sortir pour le warm-up, par exemple. Les snacks qu'on va conseiller souvent, ça va être une structure qui est similaire à ton repas, mais plus light. Tu veux t'assurer de garder les fibres à un minimum. Fait qu'il y a bien des gars qui mangent, exemple, des rice cakes ou un gruau, c'est niaiseux. Mais un petit overnight oats, là, ça peut être une vraiment belle idée. Fait que si tu fais un genre de overnight oats avec un scoop ou 2 de protéines, un certain fruit, tu peux avoir une petite quantité de fat si t'es comme 2 heures avant la game, fait que quelque chose comme un petit peu de graines de chia ou un petit peu de noix ou des choses comme ça à cette heure-là. Mais plus tu t'approches de la game, plus tu veux couper les fibres puis les fats. Fait que plus t'es proche de la game, moins ton gruau est une bonne idée. Surtout si tu vas en manger une bonne quantité. Encore une fois, ça dépend de ton appétit. Si tu n'as pas tant d'appétit et tu veux prendre comme 3-4 bouchées, ben it's not a big deal parce que le total de fibres et de fats que tu vas avoir va être vraiment limité. Fait que si tu manges plus proche de la game, ça peut être quelque chose comme des rice cakes avec un petit shake de protéines ou une petite quantité de protéines animales ou quelque chose comme ça. Puis un peu de miel, une banane ou quelque chose comme ça que tu vas manger à cette heure-là, dans le fond. Puis ça serait pas une mauvaise idée d'ajouter une petite affaire de beurre d'amande, un petit fat pour t'assurer de te soutenir à travers la game aussi.
Puis l'histoire avec les fibres et les fats, c'est que tu veux minimiser l'énergie que ton corps utilise à digérer durant ton effort, donc Ouais, durant la game. Parce que si ton corps est occupé à digérer pendant que tu descends sur un kick-off, ben, tu as moins de sang disponible pour tes jambes, pour tes muscles, parce que tu as plus de sang qui est digéré vers ton système digestif. Ta physiologie est axée vers OK, là, je suis en train de digérer, ça demande de l'énergie. Il y ouais, en a moins qui est disponible à ce moment-là pour performer, sans compter sans même parler de l'inconfort gastrique. Il n'y a rien de pire exactement. que de descendre sur un kick-off et de sentir que ça bouge dans ton ventre, ça déconcentre pas bien. Non, Et, exact. tu Puis, veux pas ça, man. Tu veux minimiser l'inconfort gastrique. exact. Les fibres et les fats vont ralentir énormément ta digestion. Fait que c'est pas nécessairement à couper puis éviter puis en avoir zéro. Ça dépend du timing puis du temps que tu as pour digérer avant la game. Mais c'est ça, tu sais, ton corps va prioriser le fait que tu te sauves. Je te donne un exemple. Tu sais, c'est comme si tu retournes dans le temps de nos ancêtres. Tu sais, tu manges un gros meal parce que tu viens de chasser quelque chose. Puis là, il y a un tigre qui arrive. C'est comme, tu vas run away puis physiologiquement, ton corps va vouloir prioriser le sauver ta vie à digérer, right? Par contre, que ça cause aussi, c'est ce que tu disais, c'est que ton inconfort digestif va être beaucoup plus présent, right? Comme tu vas pas te sentir aussi bien, puis tout ça, bon, mais tu manges, tu sais, tu digères pas bien ce que tu manges, tu l'assimiles pas bien, ton corps est comme dans un drôle de mode, right? Puis là, à travers la game, ça ira pas nécessairement en s'améliorant. Ça me fait drôlement penser, j'oublie le gars, puis on le nommera pas, mais un de tes anciens teammates à Garneau qui avait eu un problème avec les pants blancs à un game day, là. Yep. Mécanisme de survie, man, à its finest, man. Son corps, il a découvert qu'il y avait trop de choses dans le système digestif, so il l'a évacué durant la game. Pour être sûr de courir plus vite. Être plus Anyways, fait que voilà Yo. ce que je ferais avant la game. Fait que c'est vraiment simple, là, mais ça, t'assurer de bien t'hydrater. Fait qu'au réveil, boire 1 litre d'eau avec un serving d'électrolytes ou une demi-cuillère à thé de sel. Je referais la même chose avant la game. Fait que quelque chose comme dans la demi-heure avant de sortir pour le warm-up, je boirais un autre litre d'eau-ish avec un autre serving d'électrolytes ou une autre quantité de sel pour maximiser mon hydratation, maximiser l'eau que mon corps, que mes muscles, que mes cellules vont retenir, augmenter mon blood volume, augmenter tout ça qui va maximiser tes performances et ton endurance à travers la game, diminuer le risque de coups de chaleur, diminuer le risque de tout ce qui serait déshydratation et ainsi de suite. Fait que ça serait vraiment qui l'hydratation est absolument pas à oublier, mais ça, c'est aussi vrai toute la semaine, right? Fait que je le dis pour la game, je mets l'emphase là-dessus, mais c'est toujours vrai. Pre-game ou pre-training, ce que j'aime utiliser comme règle avec les athlètes que je coach, c'est qu'en ayant des règles et des trucs faciles à se souvenir, ça fait en sorte que c'est plus facile pour l'athlète d'appliquer ces règles-là. C'est le 3-2-1 rule. 3 heures avant le début de ton training, 3 heures avant le début de ta game, boum, tu t'assis, tu prends ton dernier vrai meal. 2 heures avant, à ce moment-là, ça serait ton pre-training snack. Fait que ta collation peut-être plus high carbs, low fat, pas de protéines. Donc, simplement une source de glucides rapide que tu vas digérer pour avoir des nutriments supplémentaires de disponibles durant ta game. Et une Mm-hmm. heure avant serait le protocole d'hydratation. Les protocoles d'hydratation, ça sonne fancy et nice, mais c'est simplement de boire de l'eau bien balancée avec des électrolytes. Sur ton Ouais. electrolyte preload, si tu veux. Puis c'est aussi le 3-2-1 rule. moment, ouais, c'est aussi le moment que si tu voulais consommer de la caféine, mais ce serait le moment de le consommer. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que je conseille toujours, mais avant une game, on se le cachera pas, la caféine, c'est une des choses qui a le plus gros impact réel sur les performances. Ce qu'on fait souvent, puis encore une fois, tu veux pas prendre genre 400 mg de caféine avant une game si t'en prends pas habituellement. Faut que tu saches avec quoi toi tu te sens bien, puis more is not always better. Fait qu'il y a des gars qu'on coach que c'est comme c'est 200 mg, c'est pas énorme là, puis comme il pourrait prendre plus, puis ça pourrait avoir un plus gros impact, mais plus te rend plus anxieux, ton cœur bat plus, tu te sens moins bien, et ainsi de suite. Fait que c'est trouver le dosage qui fait que toi tu te sens bien, puis t'es pas obligé d'en prendre, mais ça peut t'aider. Puis la façon dont nous on le fait souvent, c'est pre-game, on le recommande pas nécessairement avec du café ou des espressos parce que c'est vraiment difficile de savoir combien exactement il y a dedans. Fait que c'est la situation dans laquelle on va utiliser des caffeine tabs. Puis là, ça va être de tester dans les semaines avant, savoir c'est quoi ton bon dosage pour pre-game.
Yep. Puis ça vaut vraiment la peine d'ouvrir la parenthèse puis de le lay it out en étapes claires pour les gars qui nous écoutent, pour les athlètes qui nous écoutent, parce que honnêtement, la caféine, les pills de caféine est un des suppléments que tu peux leverage qui va avoir le plus gros impact sur ta performance. Quand j'ai fait le projet Aspen, on a parlé exactement du protocole que j'ai utilisé, mais j'ai leverage à fond la caféine pour la journée que j'ai testé mon 40 yard dash pour exploser mes résultats. Man. Les résultats que j'ai eus, je pense que ça a fonctionné. So, j'ai couru mon 40 yard le plus vite à ce moment-là. Il y a plein de choses qui entrent en compte là-dedans. Puis le protocole de supplémentation en caféine que j'ai utilisé à ce moment-là joue clairement dans la balance. So, si on veut lay it out en plusieurs steps, évidemment, on en parle depuis le début, mais tu veux tester tout ça avant d'arriver en game. Je veux dire, si tu n'as pas testé ta tolérance à la caféine, puis que tu arrives sur ton premier kick-off, puis que tu t'es claqué 5 pilules de 200 mg de caféine, ça se peut que tu te sentes pas trop bien. Ben, ça se peut que ça pète aux frettes, là. Oh, ça se peut que tu pètes, ça se peut que tu sois pas bien. Parce que l'histoire avec la caféine, c'est que pas tout le monde répond de la même façon. Pas tout le monde répond à la même intensité, puis pas tout le monde répond à la même vitesse. Tu peux ingérer de la caféine puis sentir les effets très, 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 très rapidement. Tu peux ingérer de la caféine puis sentir les effets très intenses ou moins intenses. Puis comme n'importe quel supplément, n'importe quoi, la dose fait l'effet. Donc, si tu prends une très grosse dose, tu vas aussi avoir des plus gros effets secondaires qui vont t'empêcher de performer au max. Donc, par exemple, avec la caféine, ben, tout le monde le sait, c'est quoi là, boire trop de café ou comme 5 Red Bull, par exemple. Tu sens que tu as les jitters, tu sens que tu as de la difficulté à te concentrer, tu sens que tu as le souffle court. Ça va pas t'aider à performer. Mais la dose qui est un peu plus en dessous, qui va te stimuler, qui va favoriser un échange qui va favoriser ton CNS, favoriser les signalements rapides au niveau de ton système nerveux, va t'aider à être plus fort, plus rapide, aussi avoir un meilleur cardio, avoir un meilleur système aérobie, fait que t'offrir plus longtemps dans ta game avec un meilleur conditioning. Ouais. Moi, looking back, ce que j'aurais fait en tant que joueur actif, je trouve ma dose à laquelle je réponds bien, que je suis capable de tolérer sans sentir les effets négatifs. Et ta dose va être la plus haute que tu peux avoir sans avoir les effets négatifs. Okay? Marc connaît bien les guidelines en termes de milligrammes. So, Ouais. est-ce que tu veux juste nous les dire rapidement? Ouais, exact. Je voulais justement t'interrompre parce que more is not always better, puis il faut donner certains guidelines à respecter parce que tu veux pas juste aller plus haut que ces guidelines-là parce que là, tu rentres dans une zone où t'as plus de risques que de bénéfices. Okay. Simplement, on va le dire de cette façon-là. De manière générale, dans ta vie de tous les jours, là, tu voudrais viser quelque chose entre 2 et 4 mg par kilo de poids de corps. Dans la vie de tous les jours, avant un entraînement ou peu importe, c'est ce que tu voudrais viser. Dans un contexte de compétition, pour quelqu'un qui est tolérant, pour quelqu'un qui est habitué, pour quelqu'un qui l'a testé, tu pourrais te rendre jusqu'à 6 mg par kilo de poids de corps. Mais ça veut pas dire que tu vas te sentir bien. Je l'ai fait une fois cet hiver, puis je me souviens, j'ai fait des stories à ce sujet-là. Ouais. Je l'ai fait une fois cet hiver avant d'aller m'entraîner, puis c'était un training de deadlift. Puis je vous le dis, là, j'étais pas tout à fait à 6 mg par kilo. J'étais à 5 points quelque chose. Puis je me sentais pas bien. J'étais assis sur une box entre mes séries. Le cœur battait trop. Puis j'étais comme, c'est pas le fun. Là. Puis j'aurais vraiment pas voulu rentrer dans une game de foot dans cet état-là. Probablement que ça aurait, autant d'un point de vue physique, mais surtout d'un point de vue cognitif, ça aurait nuit à mes performances. Fait que c'est de le tester. Jamais ouais. Mais là, j'étais suractivé à fond. Là. C'était café ou pills? J'avais pris du café avant dans la matinée. C'était un training en fin d'avant-midi ou quelque chose comme ça. Fait que j'avais pris des cafés. Fait que j'avais pris des espressos à la maison. Je me fais des espressos que je calcule quelque part. Moi, je l'arrondis à la hausse juste pour jamais dépasser mon threshold, dans le fond. Là. Fait que j'aime mieux l'arrondir à la hausse qu'à la baisse. Fait que j'avais comme pris des espressos à coût de 70 mg. Puis j'avais aussi pris un pré-workout avec stimulant, avec la caféine dedans. J'étais rendu à 500 quelque chose milligrammes. J'étais autour de 550 milligrammes. Fait que tu sais, j'étais vraiment pas à 6 milligrammes par kilo parce que je pesais 245, 250 à ce moment-là. Fait que j'étais sous mon threshold.
mais c'était trop pour moi à ce moment-là. T'sais. Fait qu'il faut vraiment le tester puis le voir pour toi. Exact. So, mettons, on va prendre ton exemple. Là. Toi, tu crois que ta dose optimale aurait été combien? 400 mg? 500? Sachant tout ça? À ce moment-là, avant de le tester, je t'aurais dit autour de 500. Puis là, j'étais juste un peu au-dessus de 500, puis c'était trop. Fait que probablement que ce que j'aurais dû faire, c'est 400 mg. 400 mg, c'était même pas 4 mg par kilo pour moi à ce moment-là. Je pesais au-dessus de 110 kilos. T'sais. Fait que c'est vraiment de voir pour toi. Puis de manière générale, si je bois un café, je sens pas nécessairement l'effet. Je suis pas un high responder non plus. C'est pas parce que tu es un low responder que tu as besoin d'en prendre plus pour avoir ta zone d'activation parfaite. So, on va prendre ton exemple. Marc, c'est 400 mg, sa dose qui serait probablement la dose optimale pour supporter sa performance. Donc moi, Marc, ce que je te dirais, c'est prends pas de café, prends pas de caféine de la semaine complète. Ben oui. En fait, prends-en juste pas, sauf game day. Ouais. Parce que tu as une tolérance qui build up à la caféine. Ouais. Si tu prends du café à tous les jours, ben, il va te falloir une plus grosse dose de caféine pour avoir les mêmes effets. Mm-hmm. Et ce qui est plate aussi, c'est que on développe quand même une dépendance rapide. Et quand je parle de dépendance, je parle pas de dépendance psychologique ou d'addiction en tant que tel, mais plutôt une dépendance physique, dans le sens que si tu ne prends pas ta dose de caféine le matin, tu vas en sentir les effets négatifs plus que tu vas en sentir les effets positifs en tant que tel. Ben oui, Ça se développe quand même très rapidement et ça part aussi rapidement chez l'être humain en termes de physiologie. Sauf, je te dirais, t'en prends pas de la semaine. T'en prends pas de la semaine, comme ça, quand t'arrives game day, t'es le plus sensible possible à ta dose de caféine. Boum! Là, tu vas bénéficier au max. Ouais, 100%. Je dirais à Marc, Young Mark, je dirais, prends ton 400 mg de caféine. Je te conseillerais de prendre des tables de 100 mg de caféine parce que c'est plus facile à doser à ce moment-là que des 200 mg, par exemple. Prends tes 4 tables, 1 heure avant le kick-off, en même temps que tu fais ton electrolytes preload. Mm-hmm. Par la suite, au halftime, puis on va arriver à qu'est-ce qu'on fait au halftime game day. Je te disais, reprends-toi un autre 100 mg. Souvent, la façon dont je le fais, moi, avec les athlètes, c'est qu'on. Ouais, ce que je fais souvent avec les athlètes que je coach, moi, je préfère être du safer side. Fait que si on sait que, mettons, moi, ce serait 400 mg, souvent, ce que je fais, c'est 300 pre-game avec l'hydratation, puis l'autre 100 au halftime. Juste pour pas le dépasser. Donc, on voit ici que Coach Marc est plus conservateur que Coach Bam. Il est comme, let's go all in, man. Trouve ta dose max. Exact. Coach Bam, c'est le caffeine addict de nous deux. Fait que... Mais ouais, fait que, anyways, voilà pour la caféine. Puis ce serait aussi le moment où est-ce que tu pourrais prendre un pré-workout. Personnellement, ce serait un pré-workout qui serait sans steam si je prends la caféine à côté. Ce que j'aime beaucoup, personnellement, c'est un produit que je connaissais pas dans le temps. Là, puis il y a plusieurs marques, d'autres formules que je connais pas. Là, des genres de pré-gaming là, ou un pré-workout de gaming. Probablement que c'est quelque chose qui ferait quand même la job. C'est une belle formule. Moi, celui que je recommande beaucoup aux athlètes que je coach, c'est soit le NeuroBrain Factor qui est en poudre, qui contient de l'alpha-GPC. Honnêtement, d'un point de vue focus, c'est nice. C'est juste, encore une fois, il faut que tu trouves ton dosage à toi. Ou le NeuroPrime qui est en capsule, qui est plus facile à doser. Fait que ces deux-là sont nice. Sinon, Designs for Health fait juste un alpha-GPC liquide. Si c'est toi, c'est ce que tu vas aller chercher. Mais l'alpha-GPC, l'acétyl-L-carnitine, la tyrosine, la théanine, c'est toutes des choses qui peuvent t'aider aussi d'un point de vue cognitif. Puis, faut pas l'oublier, le football, c'est très physique, mais ça reste que d'être vraiment comme stimulé puis actif de façon cognitive va absolument aider à tes performances. Puis c'est pour ça que j'irais chercher un pré-workout de cette formule-là. Fait que c'est pas quelque chose que je faisais, je connaissais pas ça, j'avais pas nécessairement l'information à ce niveau-là, mais je me dirigerais vers peut-être ces produits-là pour l'essayer. Puis c'est des produits que je prendrais à peu près juste game day ou des moments où est-ce que je veux vraiment être focus avant d'étudier ou avant un examen. Good. Quand on est rendu au halftime, qu'est-ce qu'on mange? Ben, est-ce qu'il faut manger, premièrement? Moi, je pense que oui, ou au moins boire quelque chose. Je sais on en a parlé dans l'épisode du training camp, mais Pantacarb, juste de boire ça un petit peu à travers la game. Personnellement, moi, j'aurais mon shaker de Pantacarb ou ma bouteille de Pantacarb sur le sideline. Je m'arrangerais de l'avoir, je suis prêt là-dessus à travers la game d'un point de vue hydratation, puis toute ça, performance, ça peut être intéressant. Au half, si tu as faim, mange. Je pense que si tu n'as pas faim, tu pourrais prendre une petite bouchée ou deux de quelque chose. L'objectif, c'est pas de loader de genre 100 grammes de carbs au half. Tu n'as pas besoin de tout ça,
Mais encore une fois, là, ça ressemble souvent à ce qu'on dit à l'habitude, mais au moins un fruit ou une petite... il y en a qui ont des genres de gels ou des petites barres, ça peut le faire. Je m'assurais que c'est quelque chose que je sais, que je digère bien, que je me sente bien. Personnellement, ce que je ferais encore une fois serait quelque chose comme 2 ou 3 rice cakes puis une orange. Moi, ça serait ça ou avec du melon d'eau, quelque chose comme ça. C'est ce que moi, j'amènerais pendant le half. Je mangerais, puis du moment que je sens que comme j'ai plus faim, je suis correct, j'arrêterais. Fait que je mangerais pas le plus possible puis je serais pas obligé de manger tout ce que j'ai amené. T'sais. Puis à un moment donné, tu trouves ta formule puis ta combinaison gagnante à toi. Yeah. Ce que j'aime recommander avec les athlètes que je coach, c'est la moitié ou le quart, entre le quart et la moitié de la collation pre-training qu'ils ont pris qui était high carbs. Donc, le 3-2-1 rules, le 2, la collation pre-training, high carbs. J'aimerais recommander quelque part entre le quart et la moitié de cette collation-là. Puis ça dépend un peu de chaque athlète, de la position que tu vas jouer aussi. Ben Parce que oui. si tu es un quarterback, par exemple, tu es un pocket passer, excuse-moi, mais tu vas pas courir autant, tu vas pas bouger autant que ton wide ou ton corner. Puis lui, il va se claquer des sprints, puis peut-être qu'il va être sur kick-off, fait qu'il va se claquer des sprints downfield, puis il va être sur punt, fait qu'il va être gunner sur punt. So, demande énergétique différente. Quoique, Mhm. mentalement, on le sous-estime parfois, mais ton cerveau consomme énormément de glucose. Ouais. So, pertinent pour ton quarterback aussi, mais à adapter selon chaque athlète. Exact. Absolument. Fait que c'est ce que je ferais pendant la game, pendant le half, puis je continuerai à sip sur du Pantocarb pendant la deuxième demi aussi jusqu'à la fin de la game. Puis après la game, simplement d'un point de vue nutrition, ce que je ferais, c'est que je m'assurerais de bien manger. Probablement que je me ferais un genre de shake, un genre de post-workout cream and rice, peu importe, direct après la game. Puis après ça, je mangerais un beau, bon, gros souper avec ma famille, avec mes amis. J'en profiterais passer ce moment-là, manger un big steak, des patates, du riz, des légumes, puis avoir un beau repas là, après ça, game day, dans le fond, Mm-hmm. pour promouvoir ma récupération. Et pourquoi pas du Gatorade? Pourquoi pas du fameux du Powerade, man? C'est ce qui donne la puissance à Michael Jordan quand il jouait, non? La réalité, c'est que tu pourrais, puis ce serait pas la fin du monde. T'sais, réellement, ce serait pas la fin du monde. C'est pas des produits que j'apprécie beaucoup. C'est fou, hein, ceux qui le savent pas, en fait, l'histoire du Gatorade, là, ça provient des Gators, de l'équipe de football des Gators de l'Université de la Floride. Puis eux, ce qu'ils voulaient, c'était créer le protocole, le meilleur drink d'hydratation pour les athlètes à ce niveau-là. OK? Apparemment, ça goûtait vraiment mauvais parce que selon les recherches qu'ils faisaient à l'Université de la Floride puis tout ça, ça goûtait mauvais. Puis pourquoi ça goûtait mauvais? Parce qu'il y avait ben trop de sel dedans, parce que le sel est vraiment important. Tu sais, c'était pas quelque chose qui était nécessairement super sucré. Il y avait un certain sucre parce que, encore une fois, c'était une boisson sportive, performance, puis tout ça à ce moment-là. Fait qu'il y en avait, puis ça avait sa place. Mais la version qu'on a maintenant, d'un point de vue électrolyte, c'est quand même weak. T'sais, parce que ce qu'ils ont fait, c'est que ça, ils ont voulu le commercialiser ensuite. Mais tu peux pas commercialiser puis vendre quelque chose d'indépendant si ça goûte mauvais. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diminué le sodium de genre, je veux pas dire n'importe quoi de numbers, mais tu sais, probablement il devait avoir 1000 mg de sodium, par exemple, qui ressemblerait à Elementy. Puis là, on est rendu à genre 38 mg de sodium. Puis je lance des chiffres parce que je connais pas la formule de Gatorade puis de Powerade par cœur, mais t'as vraiment plus les mêmes capacités d'électrolytes. Souvent, les électrolytes dans ces boissons-là sont dans les formes les moins chères possibles parce que c'est un marché qui est compétitif puis ils veulent être capables d'avoir une marge de profit sur les produits qu'ils vendent. Fait que d'un point de vue d'hydratation, honnêtement, c'est pas le top. Je veux dire, il y a ça. Après ça, c'est de voir, bon, mais est-ce que tu as besoin de tout ce sucre-là dans ces formes-là? Je pense que tu es mieux d'aller chercher à partir de real food ou des formes qui vont être facilement digestibles pour toi. Puis l'autre chose, ça c'est mon opinion personnelle, mais je suis absolument pas fan de tous les additifs qu'ils vont mettre dedans, surtout les colorants artificiels. C'est niaiseux, il y en a qui y croient pas. Quand on a fait le podcast sur le TDAH avec Émile, on a parlé des effets des colorants artificiels sur le cerveau des jeunes et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est quelque chose que je veux éliminer ou limiter le plus possible. Fait que c'est pas des produits que je recommande. Puis la réalité, c'est que tu te prends une bouteille de Gatorade, ça va te coûter plus cher qu'un vrai serving d'électrolytes. Puis si t'achètes un tub ou tu fais le mix maison qui coûte à peu près rien. Yeah. Yeah. So, clairement que le mix maison, bon, c'est l'option, comme tu viens de dire, plus cheap, meilleure qualité, parce qu'au niveau des électrolytes, ça va être bon. Maintenant, on a parlé de pentacarbs. Okay? Yeah. Puis pour les boissons riches en glucides intra-workout, là,
il y a des kids qui nous entendent et qui vont dire oh, Pentacarbs, MVP nutrition, on parlait de Pentacarbs, je vais me prendre 4 scoops dans mon shaker, puis là, je vais avoir fou énergie. Non, don't C'est do quoi le it, don't do dosage? it. Don't do it, kid! C'est quoi le dosage? C'est quoi Ouais, la quantité de glucides que tu vas retrouver, puis à quel ratio par rapport à l'eau que tu bois? Parce ouais. que, à un moment donné, si tu prends beaucoup de glucides durant ta game ou intra-workout, ben, on parlait d'inconfort gastrique, de digestion, tu te retrouves avec le même problème, là. Exact. Fait que ça c'est quelque chose qu'on entend vraiment pas parler, puis que honnêtement, je connaissais pas jour pour jour. Il y a 1 an, j'ai commencé à apprendre là-dessus en prenant le cours de Performance Nutrition avec Phil Smith. C'est là où j'ai appris ça il y a 1 an. Là. Je savais pas exactement, mais c'est un peu le concept de osmolality qui appelle en français, ça doit être osmolalité. Je suis pas certain, honnêtement, je connais les concepts plus en anglais, mais tu vas avoir un bon ratio de poudre de glucides versus le ratio d'eau que tu as. Okay? Fait que, la quantité de glucides puis d'électrolytes, more is not always better. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que je répète souvent, mais more is not always better, puis c'est pareil pour tout. La caféine, les carbs et les électrolytes, more is not always better. Tu sais, je veux dire, plus de caféine, tu vas avoir le cœur qui pompe, tu te sentiras pas bien, et ainsi de suite, tu vas être anxieux. Trop de magnésium, tu vas te chier les culottes. Okay? Trop de carbs intra-workout, trop de sucre par rapport à la quantité d'eau que tu as, tu vas avoir des inconforts digestifs. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que ton hydratation, que l'eau que tu bois avec ça sorte de ton système digestif pour aller dans tes cellules, la quantité de sucre va attirer l'eau, right? Parce que le glycogène ou le sucre vient avec des molécules d'eau. Fait que là, ce que ça pourrait faire, si tu as vraiment trop de carbs à ce moment-là, c'est que tu vas avoir une rétention d'eau dans ton système digestif. Puis c'est pas hot. Si quelqu'un l'a déjà vécu, là, tu te sens le ventre plein d'eau, tu bouges, tu as l'impression que tu as une petite piscine qui bouge dans le ventre comme it's not nice, puis ça va pas maximiser tes performances et tout ça. Fait que d'un point de vue dosage, ça va... d'un point de vue dosage, ça va dépendre d'une personne à l'autre, mais réellement, là, moi, je pense qu'un scoop, ce qui est l'équivalent de 25 à 27 grammes de carbs, 100 grammes de potassium, 100 grammes de magnésium, c'est un bon dosage à avoir de manière générale. Il y en a pour qui ça va être ça first half, la même affaire second half. Ça dépend d'une personne à l'autre, mais d'un point de vue de dosage, puis là, c'est comme précis, là, mais tu devrais être quelque part autour de 6 ou 8% de poudre versus la quantité d'eau que tu as. OK, good. Maintenant, on a parlé de post-game, d'aller prendre un bon repas avec ta famille. C'est-tu le moment de prendre un bon gros cheat meal? Tu peux, mais t'es absolument pas obligé. Je l'ai déjà fait. Je me souviens, après mon premier start à Laval, game contre Montréal, personnellement, d'un point de vue performance individuelle, c'est ma meilleure game à vie, mon premier start à Laval. Là. Une game de genre 11 plaqués, un sac, comme je flyais, je m'étais jamais senti aussi loose, puis tout ça. Puis après la game, j'étais défoncé, j'étais sonné, puis j'étais allé chez Pizza Salvatore, puis comme... c'était pizza à volonté, j'ai mangé un paquet de pizzas, puis next thing you know, je suis revenu le soir, je voulais sortir, aller voir ma famille puis mes amis, puis j'ai été malade, puis je me suis couché, puis probablement que d'un point de vue recovery, ça m'a pas aidé, ok? C'était mauvais, là, de ma part, là. Puis, tu sais, ça vient... À chaque fois. En plus, t'étais pas tout seul en plus au Pizza Salvador. C'était pas une histoire comme quoi t'étais allé tout seul, walk around au Ouais, Pizza j'étais allé... Salvador. T'avais pris une pizza à volonté, tout seul dans ta bulle. Ouais, j'avais trop faim, puis là, ma famille s'en allait chez nous, puis je leur ai dit, allez chez nous, allez prendre vos douches, peu importe, je vais venir vous rejoindre. Puis là, j'étais allé, puis j'avais juste trop faim, fait que j'ai pendé des pizzas, puis après ça, je me suis retourné chez nous. Je me souviens pas si j'étais à pied ou j'étais en trottinette. Je pense que je suis retourné chez nous en trottinette après pour aller rejoindre ma famille, on voulait sortir, on voulait aller au bar ensemble, quelque chose de genre, puis c'est comme, hey guys, allez-y, ils étaient tous à Québec, finalement, ils sont tous partis, puis je suis pas resté avec eux, je me suis couché, mais oui, c'est ça l'histoire. Mais honnêtement, c'est pas une bonne idée de le faire de cette façon-là. Surtout pas toute seule. Honnêtement, toute seule, c'est un peu la pire idée que tu peux faire. Mais rapidement, c'est que idéalement, là, ce serait que tu mangerais plus qu'à l'habitude. Je veux dire, tu vas aller manger des sushis, gros steaks, méga quantité de riz, de patates, you name it. C'est pas un big deal. Tu vas avoir une grosse demande énergétique, mais profite du moment avec le monde avec qui tu vas être. Fait que fais pas ça toute seule comme je l'ai fait cette fois-là. Puis, ce qui arrive, c'est que la pizza, comme je l'ai fait, OK, c'est la pizza ou l'alcool ou des burgers, des frites puis une poutine. You know, là, tu sais, comme vous le savez, c'est quoi, va vraiment créer une grosse réaction qui est inflammatoire. Fait que le lendemain, ben, mon corps était pas en mode vraiment recovery. Là. Cette réaction inflammatoire-là peut durer de 48 à 72 heures dans ton corps.
Fait que 72 heures après ça, ça m'a mené au mardi où est-ce que l'inflammation est encore super élevée dans mon corps. Fait que ça a vraiment ralenti ma récupération par rapport à cette semaine-là, ma progression la semaine suivante et ainsi de suite. Fait que c'est absolument pas quelque chose que je recommande, mais encore une fois, ta famille vient te voir, puis là, après ça, vous allez souper à la belle et la bœuf. C'est pas comme, ah ben moi, je mangerai pas parce que, non, comme profite du moment, comme vire pas fou, là. Mais je pense que l'objectif est pas de défoncer l'estomac puis de virer une brosse après toutes les games, comme, c'est pas chaque game de foot qui mérite une brosse, à mon avis, là. En tout cas, mon opinion, là, mais... Parlons maintenant de la journée après. Yeah. Le dimanche, la journée de repos international des joueurs de football québécois. Yeah. So, on commence avec le matin. Première chose que j'aime dire, c'est garde tes habitudes normales. So, si tu as l'habitude 100%. de te lever à 8 heures, tu te lèves à 8 heures ton dimanche, man. Mm-hmm. Tu as l'habitude de prendre un CC Walk, va Prends prendre un ton CC CC Walk. Si tu n'as pas l'habitude de prendre un CC Walk, change ça. Prends l'habitude de prendre un CC Walk, va prendre un CC Walk. Exactement. Puis, après, man, tu prends ton déjeuner et là, tu embarques dans tes habitudes alimentaires. Là, il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Okay? Point de vue nutrition, point de vue training, okay? C'est la première journée où est-ce que tu peux, selon moi, commencer à tirer avantage d'un entraînement qui est bien structuré avec un entraînement qui va être de plus basse intensité, mais peut-être un peu plus haut volume, qui va vraiment stimuler l'hypertrophie. Okay? Ouais. Viens au training un peu plus tard. Marc, je veux que tu nous parles des changements concrets nutritionnellement que tu peux faire et pourquoi. Yeah. Fait que les lendemains de game, nous, ce qu'on aime vraiment faire puis qui va maximiser vraiment, honnêtement, depuis qu'on fait ça avec les athlètes, les gars se sentent vraiment mieux puis ils nous disent à peu près tous qu'ils ont un edge sur les autres de l'équipe quand ils reviennent le lundi puis ils ont une course d'équipe, ils ont un flush, ils ont une pratique ou peu importe. Ce qu'on va recommander cette journée-là, c'est de garder tes calories relativement élevées, OK? Ta quantité de protéines la même qu'à l'habitude. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui devrait bouger beaucoup, mais vraiment venir changer tes ratios de fat et de carbs, d'avoir une journée qui est plus high fat. Okay? Nous autres, c'est ce qu'on recommande souvent. Fait que ce soit des sources de protéines animales qui sont un petit peu moins lean. Un steak un peu moins lean, manger du saumon, manger des choses comme ça, des sources de protéines qui sont plus fat, augmenter tes ratios de fat à travers la journée, puis vraiment backloader les carbs cette journée-là. Fait que garder les carbs vraiment pour ton souper. D'un point de vue flexibilité métabolique, ça peut être super important ou intéressant du moins de faire ça, parce qu'à une season, si tu es quelqu'un qui mange tout le temps plus de carbs, d'avoir une journée qui est plus low carb, ça peut être intéressant. Surtout si tu vas prendre une marche, tu vas faire un peu d'activité physique à travers ta journée. D'un point de vue d'adaptation, je pense que ça peut être intéressant. Fait que techniquement, moi, ce qu'on recommande souvent, c'est ton horaire de repas, tu veux qu'elle ressemble au reste de la semaine. Tu veux pas que ce soit complètement différent, beaucoup plus de repas de collation ou beaucoup moins. Mais ce que ça pourrait être, c'est souvent, nous, ce qu'on recommande, c'est 4 vrais repas qui sont les 3 premiers qui sont high protein, high fats, high veggies, beaucoup d'antioxydants puis tout ça. Puis ton souper va être un souper probablement similaire à l'habitude, pas nécessairement le même volume, mais de protéines avec une source de carbs, puis des légumes encore une fois. Là, c'est le moment de maximiser aussi la quantité de volume. Puis quand je dis maximiser, c'est pas exagéré, mais la quantité de légumes que tu vas manger. Parce que des fois, pendant la semaine ou peu importe, là, tu mangeras pas pre-game, tu vas pas avoir une tonne de légumes. Tu reviens de la game le soir, tu n'as pas nécessairement une tonne de légumes dépendamment d'une personne à l'autre. Mais c'est vraiment une journée là, où est-ce que l'emphase est purement sur ta santé. Là. Good. Point de vue training maintenant. Alright. Ouais. Première journée où est-ce que, selon moi, ça commence à être... Où est-ce que tu veux t'entraîner, c'est dès le lendemain de ta game. Ça pourrait être, sinon, le lundi, si t'es vraiment trop banged up le dimanche, puis pour toi, ça te fait trop chier, man, de t'entraîner cette journée-là. Vas-y pas, là. Parce que si tu as une charge émotionnelle négative liée à cet entraînement-là, ben, tu n'en retireras pas autant de bénéfices. Donc, repousse ça au lundi. Et le dimanche, façon optimale, selon moi, ou le lundi, tu voudrais aller lift de façon à stimuler l'hypertrophie. Parce que c'est un entraînement de basse intensité qui ne va pas autant surcharger le système nerveux. Mm-hmm. On va viser plus des adaptations au niveau du système musculaire. Okay? Mm-hmm. Et un training par semaine dédié à un rep range plus haut, à un peu plus de temps sous tension, avec des mouvements avec une grande amplitude de mouvement, va être suffisant pour maintenir ta masse musculaire. Okay? En chiffre, si tu lifts environ 25% de ton volume normal dans ta semaine versus ton off-season, tu vas maintenir ta masse musculaire sans problème.
autre avantage, si tu travailles dans une amplitude de mouvement complète, ce qui est important selon moi si tu veux stimuler l'hypertrophie, tu vas aussi stimuler ta mobilité. Puis tu vas avoir un certain effet récupérateur aussi. Parce que quand tu te sens stiff, sore, tu as de la misère à bouger dans des grandes amplitudes, il y a un genre d'effet analgésique d'aller chercher loin dans ton amplitude. Okay? Donc cet entraînement-là, tu peux te dire oh man, il faut que je me load les jambes puis le chest. Après une game de foot, man, je récupérerai jamais. Pour ça, je te dis pas d'aller faire de 10 sets de 10 répétitions de bench, squat, deadlift. Là. Je te dis, va faire un training. 45 minutes, c'est amplement assez. 30 minutes, c'est bien en masse aussi. Mais dépasse pas le 60 minutes où est-ce que tu vas travailler upper, lower body dans les qualités que je viens de donner. Okay? Maintenir ton hypertrophie. Puis, c'est quoi? Ça va peut-être même accélérer ta Ton récupération. recovery. Mais oui. Tu vas augmenter le blood flow et ainsi de suite. Exact, blood flow. Tu vas aller chercher un grand range of motion. Il y a un effet mécanique qui fait de stimuler ton muscle dans un grand range of motion. Okay? Dans le sens que tu vas stimuler des mécanorécepteurs, tu vas pomper plus de sang à ton muscle. Ça va t'aider à recover. Maintenant, si tu veux que ça t'aide à recover et que tu veux pas que ça nuise, faut pas que la charge soit trop haute. Donc, si tu mets trop lourd, tu es trop proche de ton max, tu es proche de ta force, puis que tu grindes des reps, et que tu misses des reps parce que tu as mis trop lourd, ça marche pas. Tu peux mettre une charge relativement légère par rapport à ce que tu es habitué, une charge que tu connais bien, dans des mouvements que tu connais bien aussi, parce que la nouveauté est un élément dans ton training qui peut te laisser sore. So, utilise des mouvements dans des charges que tu sais, des mouvements que tu connais bien avec des charges que tu contrôles bien. Favorise un high rep range. Quelque chose de vraiment simple. Tu pourrais faire 2 circuits de 3 exercices. Un upper, un lower, et un mouvement de push upper body, un mouvement de pull upper body, puis un mouvement de lower body. Tu fais ces 3 mouvements-là en genre de circuit. Ton circuit, ça peut être 10, 8, 6 reps. Tu fais 3 séries, ça se fait en 20 minutes. That's it. Si tu veux, tu peux rajouter un deuxième circuit où est-ce que tu vas chercher un peu plus de reps. 15, 12, 10 reps, par exemple. Garde ça relativement high rep, un bon temps sous tension et avec des mouvements bien contrôlés. Fait qu'un excentrique, on peut contrôler des pauses en fin de mouvement. On va aller chercher une simulation dans ton range of motion ou dans ta stabilité si tu es en fin de mouvement. That's it. Job is done. Good stuff. Good stuff. Dimanche, t'es trop banged up, fais-le lundi. Fais-le lundi, puis c'est correct. Yeah, 100%. On poursuit avec le lundi ou la semaine. Tu sais, souvent, la semaine, c'est le lundi peut être différent d'une personne à l'autre, dépendamment si tu as un training, si tu as des pratiques. On va parler de journée normale où est-ce que tu as un training ou une pratique in-season. Fait que probablement du lundi au jeudi, avec l'exemple qu'on donne là. Réellement, là, c'est là où c'est ça ton nouveau normal, right? Fait que de manière générale, versus le off-season, encore une fois, un peu comme le training camp, on est en mode performance recovery, puis ce qu'on veut faire, c'est augmenter notre disponibilité énergétique. Puis j'avais la conversation avec Massy parce qu'il est en train de faire une formation qu'on s'est procurée de nutrition pour les joueurs de foot. Puis ce qu'il nous disait, c'est que à partir de week 6, tout le monde a un certain niveau de soft tissue injuries. Tout le monde a un niveau de soft tissue damage puis tout ça. Puis à partir de week 6, tout le monde a une demande énergétique qui est plus grande parce que plus t'as de bobos, de blessures, de soft tissue injuries, de tout ça, ben plus ta demande énergétique est grande. Récupérer d'une blessure, c'est super énergivore, right? Fait que souvent, quand on se blesse, on se fait mal, on est porté à manger moins, se dire « Ah, je bouge moins » ou peu importe. C'est la dernière chose à faire. Tu veux t'assurer de te feeder pour aider ta récupération. C'est sûr que si tu te blesses, tu bouges moins, tu manges moins, ta récupération va être plus lente. Puis à partir de week 6, tout le monde a ces adaptations-là, si on veut, une saison. Fait que c'est important d'augmenter le volume de bouffe que tu manges à travers la saison. Puis c'est ce qu'on fait avec les gars qu'on coach. On les part à quelque part, puis à travers l'année, on va les augmenter en maintenant le body count. La réalité, c'est que le body count va se maintenir, le corps va s'adapter à ces volumes de bouffe-là, mais après, le stress sur le corps devient plus grand. Fait que tu es capable de tolérer plus de nourriture à ce moment-là. Yeah, puis tu dis de manger de plus en plus. Le but, c'est pas de prendre du poids.
Non, Tu veux pas absolument manger pas. un point où est-ce que tu pack on body fat ou whatever. Tu veux maintenir ta balance énergétique. Ça veut Yeah, dire que tu veux pas perdre de poids non plus. Et pourquoi on parle de poids? C'est pas nécessairement que tu veux un body weight précis ou whatever. C'est juste que c'est ton meilleur indicateur de si tu es en déficit ou surplus calorique. C'est ton meilleur indicateur pour voir t'en es où sur cette balance énergétique-là. So, 100%. pour les joueurs de foot, en training camp, on parlait de sweat tous les jours. Est-ce que c'est une situation spéciale? En saison, je pense que la meilleure journée pour prendre ton poids, tu peux le faire à quelques moments dans la semaine juste pour t'assurer que tu es correct, t'assurer que tu n'arrives pas en méga déficit à la game. Mais au minimum, je te dirais, pèse-toi tous les lundis Ouais, pour t'assurer d'avoir un bon suivi sur cette balance énergétique-là. Puis pourquoi je dis le lundi, pourquoi pas le dimanche? Par exemple, c'est que là, tu es le lendemain d'une game de foot, méga stress, méga charge. Donc, on a parlé sommeil d'inflammation, ça différent. pouvait causer de la rétention d'eau, le sommeil est différent. Un paquet de stresseurs qui arrivent, puis c'est pas tout à fait ton baseline normal. Le lundi, tu as eu un peu plus de temps de récupération, tu es probablement plus à ton baseline. C'est Exact. facile à comparer à ce moment-là. Ouais, exactement. Pour tes trainings, Qu'est-ce qu'on so, fait qu'est-ce qu'on fait? Ben, si tu t'es pas entraîné le dimanche, tu t'entraînes. le So, lundi? tu t'entraînes. Dans un monde utopique, selon moi, et on pourra parler de. J'en profite, on peut parler aussi des semaines de pratique idéales là, pour supporter la performance. Selon moi, ton lundi, c'est une journée à très basse charge. OK? Parce que une, deux journées à basse charge, c'est le minimum que tu as besoin pour récupérer ta game de foot. Si tu es un coach et que tu vas faire une pratique contact complète le lundi, c'est pas bon pour tes gars, man, je te le dis tout de suite. Ils ont besoin d'un peu plus de temps de repos. So, ça serait une journée idéale pour faire le training que tu n'as pas fait le dimanche, réunir l'équipe, faire du tape, review, installation, correction de la game du week-end, par exemple. Peut-être qu'un format, peut-être qui s'applique plus à des équipes pro, serait de t'assurer que tout le monde lift le dimanche. Le lundi, tu fais un review des mistakes qui ont été faits à la game sur le field. Et pourquoi sur le field? C'est juste pour amener les gars à bouger un peu, warm-up, walk-through, faire peut-être rapper une coupe de jeux qui ont mal été ou des séquences qui ont moins bien été, sans nécessairement les rapper à très haute intensité, pour avoir un peu le même effet qu'un entraînement de active recovery. Parce que tu vas Mhm. stimuler un peu ton système aérobie, tu vas avoir chaud, tu vas utiliser tes muscles. Ici, la clé serait de le faire à une intensité très contrôlée. Il ne faut pas que ce soit intense. C'est comme un active recovery. On joue au I like foot, it. puis je veux dire, tant qu'à faire du tape dans une salle sombre où les gars s'endorment, ben, faut pas le faire sur le field. Arriver et dire aux gars, OK, hey, cette séquence-là, il y a telle erreur qui est arrivée, on va la refaire en pensant à la situation du week-end, et on va essayer de corriger collectivement nos erreurs. I Et like après ça, it. je pense que le film review est important aussi. C'est peut-être plus applicable dans un contexte il y a beaucoup de ressources, ou que tes coachs peuvent être là, ou que tes joueurs de foot sont payés aussi. Parce que Yeah, demander ça à une équipe, ou peut-être dans un sport-études. Peut-être dans un c'est vrai. sport-études, ça fonctionnerait. Ouais, c'est vrai. Mais collégial, peut-être universitaire fonctionnerait. Collégial, je trouve ça plus dur à appliquer. Parce que bizarrement, c'est comme le niveau au-dessus du secondaire, mais c'est aussi le niveau qui a moins de ressources financières, puis moins de ressources de coach. Comparé au Mhm. secondaire, puis souvent, il y a des écoles privées qui ont plus de moyens, qui ont plus de gestion, ils ont plus de moyens financiers. Universitaire, ben, là, il y a plus d'argent. Ouais. So, ça dépend un peu des ressources de ton équipe. Mais c'est comme ça que je procéderais, dans un monde idéal. OK. Si je me trompe pas, le reste de la semaine, dans le fond, c'est comme on vient de dire pour le lundi, au point de vue nutrition. Là, tu veux manger comme d'habitude pour supporter ta performance. Exact. Fait qu'à ce moment-là, tu manges pour supporter ta performance. Tu manges, encore une fois, là, techniquement, tu vas manger 4 à 6 fois dans ta journée, séparé de des distances à peu près égales, mais ça va dépendre de tes moments où tu as des cours, où tu as des trainings, où tu as du study off, où tu matches ça à ton horaire. Fait qu'il n'y a pas vraiment de recette parfaite. C'est avec quoi toi, tu vas être capable d'être constant puis de répéter de semaine en semaine pour être capable de faire les ajustements que tu as besoin.
Après ça, est-ce que pre-practice, tu fais un genre de un peu comme tu ferais pre-game, un petit peu de cards, ainsi de suite, pour voir, OK, ben ça me fait sentir bien, je vais le répéter pre-game. Post-game, moi, ce que je ferais, c'est un post-workout shake, post-workout snack, dépendamment de l'heure à laquelle tu finis. Je mangerai un gros souper, mais dans un monde idéal, je sais qu'il y a des équipes qui finissent de pratiquer à 9, 10, voire 11 heures. C'est un peu fou, mais à ce moment-là, je ne mangerais pas un énorme repas juste avant de me coucher, mais dans un monde idéal, si tu finis de pratiquer autour de 6 ou 7, tu manges relativement rapidement, puis tu te gardes comme un bon 2 heures avant de te coucher là, après ton dernier repas, qui serait ton repas le plus high carb techniquement de la journée. So, en résumé, c'est tes guidelines qu'on va avoir pour supporter la performance normale. Ça va ressembler un peu plus à ce que tu fais en off-season. Yeah. Sauf que la distinction, c'est que tu ne veux pas provoquer des adaptations, a.k.a. fat loss ou lean mass gain. Tu veux favoriser la performance. Exactement. Mardi, point de vue training, lift ou whatever, je pense que c'est pas ta meilleure opportunité, de faire des gains en termes de force ou d'autres qualités athlétiques. Je pense que c'est une journée de pratique importante. Je pense que c'est une journée de pratique où est-ce que tu veux que ton équipe travaille un peu plus high tempo, un peu plus technique, si on veut. Tu veux pas nécessairement avoir ton méga load d'opposition à ce moment-là parce que tu as des installations à faire. Pour ton offense et ta defense, des installations d'ajustement pour la prochaine game. Ça, j'en profite pour parler football en même temps, parce que je suis un coach de football. Puis, je parle de ma semaine qui, à ce jour, dans ma tête, est l'idéal pour un club de football et donc pour les athlètes. So, ça serait une pratique où tu installes des trucs, puis tu les reps idéalement versus scout contre scout offense, scout defense pour tester tes schemes parce que des fois les coachs ont besoin de les voir se développer sur le field, voir l'assimilation des joueurs pour arriver avec un game plan solide. Donc moi en tant que coach, je voudrais tester des trucs là probablement en pass shell inside run, pas de 12-12 complet ou sinon des 12-12 avec des priorités style RPO ou Blitz Pickup puis à une bonne intensité puis un bon tempo. Ça serait aussi un bon moment pour avoir de l'opposition vraie offense versus vraie defense. Parce que souvent dans les équipes, ce qu'on voit, c'est que durant la saison, ton team 1 offense rep jamais contre ton team 1 defense. Et t'as pas la même opposition, t'as pas le même speed, t'as pas le même input en pratique. C'est plate à dire, mais tes gars de defense team 1 vont être meilleurs que tes gars de defense team 3 ou 4 de scout. Je pense que c'est important de garder ce niveau-là de compétition au intra-équipe pour garder un bon standard dans ta pratique de football. Puis le mardi serait idéal à ce moment de le faire. Puis peut-être, je ne parle pas de faire 40 jeux, peut-être 3 séquences de 3-4 jeux de hurry-up offense, par exemple. Situation de game que collectivement tu veux pratiquer. Donc, par exemple, on veut améliorer notre 2-minute offense quand on trail par 2. Ou est-ce qu'on veut contrôler le clock et arriver à la dernière seconde de jeu, envoyer notre botteur, puis faire notre field goal, gagner la game +1. So, moi, c'est comme ça que je verrais ma pratique idéale du mardi. Fast forward, on est rendu le mercredi. So, mercredi, toujours pour essayer de respecter un pattern de high load, low load, j'irais à ce moment-là, normalement, ton mardi va avoir une grosse charge en termes de volume parce que tu es up tempo aussi. Je m'attends à ce que dans ces pratiques-là, les skills players aient une bonne stimulation de leur accélération, entre autres, et de leur qualité de vitesse, d'une certaine façon. Peut-être que tu as des one-on-one, ou est-ce que tes receveurs vont courir des longs routes dans le field, ou est-ce que tes DB vont courir longtemps dans le field. Mercredi, je voudrais une journée un petit peu plus avec une charge différente. Okay? So, malheureusement, je pense pas qu'on a le luxe à ce moment-là de faire un autre entraînement de très très basse intensité parce qu'il y a d'autres choses qu'on veut travailler puis c'est un bon moment de le faire. Je pense que c'est le bon moment d'aller stimuler ta puissance, ta force max. Et là où est-ce qu'on va contrôler la charge, ça va peut-être être à plus petit volume mais à très haute intensité puis à haute qualité. Okay? Donc, tu veux continuer de stimuler ta puissance, ta force max. Mercredi, c'est un bon moment pour le faire parce que selon moi, c'est aussi un moment où est-ce que tu ne veux pas nécessairement avoir une vraie full practice avec tes gars. C'est peut-être un moment où est-ce que tu veux rentrer
tes derniers ajustements en tant que coach, tes derniers détails de game plan. Parce que selon moi, tu as besoin d'une journée complète pour les rapper, pour que les joueurs l'assimilent comme il faut, qui va être le jeudi. So, pour moi, ça serait lift en force, en puissance, training max, 45 minutes, 1 heure, peut-être 1 ou 2 mouvements, combinés upper body et lower body qui stimulent un pattern de pull, un pattern de push. Job is done. Tu en as fait suffisamment pour maintenir ta force et ta puissance au travers de la saison complète. Ultimement, si tu te rends compte que dans ta pratique, le mardi, tu as beaucoup d'Excel, puis tu fais l'analyse de ta pratique, tu te rends compte que tes skills players n'ont pas de stimulation de ta vitesse max. Je pense que c'est là que ça se placerait bien. Et ça, en ce moment, je l'avoue, c'est une réflexion qui est ouverte dans mon esprit. Ça vient du fait que tout ce qui n'est pas stimulé dans ta pratique de football, tu veux le stimuler au travers de tes trainings dans le reste de ta semaine pour t'assurer que ton athlète reste complet et qu'il reste on top de ses qualités athlétiques jusqu'à la fin de la saison. Puis clairement, quand on regarde les pratiques de foot, il y a certaines positions et certains joueurs qui n'auront pas une très grande simulation de leur placement. Sur des vitesses en haut des distances de 30-40 verges, par exemple. Mm-hmm. Pourquoi je pense que c'est hyper important? C'est parce que quand tu vas arriver game day, tous tes joueurs de kick-off, ils vont se claquer un paquet de sprint. Ben, je l'espère, un paquet de sprint, ça veut dire que tu scores beaucoup. Ils vont se claquer une coupe de sprint. Et c'est des sprints qui sont longs. Sauf si tu le fais jamais dans ta semaine et dans ta saison, sauf les fois que tu fais ton kick-off, c'est là que tu as un risque de blessure. C'est là que tu as un risque de te claquer parce que c'est la première fois que tu sprints en position upright, en position verticale. Il y a un gros stress au niveau de tes ischios, par exemple. Et si tu perds tes acquis techniques ou tes acquis physiques au niveau de tes habiletés de upright sprinting, donc de vitesse max, tu arrives en game, puis là, il y a quelqu'un, il y a un stress parce que tu vas aller défoncer le retourneur, tu vas aller tackle, puis en plus, il y a quelqu'un qui essaie de te geler sur KOR. Faut que tu l'aies stimulé à quelque part, selon moi. À voir, l'histoire, c'est que c'est pas facile à placer dans ta semaine. Mais où est-ce que je suis sûr? Il faut que tu t'entraînes ta force, ta puissance à ce moment-là, le mercredi. Selon moi, dans cet agencement d'horaire parfait. Hugo? As-tu des réflexions par rapport à ça? Non, pas du tout, mais it makes sense, tu sais, puis surtout, tu sais, quand tu parles de... personnellement, moi, en in-season, ce que je faisais, la force, je l'entraînais le jeudi. Moi, c'était le jeudi que c'est là que je sentais que ça se faisait bien pour moi. Mercredi ou jeudi, je pense que les deux cas, c'est un bon timing à avoir, dépendamment d'une personne à l'autre. Puis cet entraînement de force-là, tu sais, des fois, souvent, quand on parlait du premier training de la semaine, plus en hypertrophie, là, on parlait d'être full range, plus contrôlé, puis tout ça. Souvent, ce qu'on voit, puis je sais pas si c'est ce que toi tu recommandes, mais ton entraînement qui est de force plus tard dans la semaine, mais des fois, ça va être des mouvements qui sont peut-être moins full range. Tu sais. Je me souviens qu'une des premières fois, in-season, une des erreurs que j'avais fait, c'est que le jeudi, j'avais fait un workout de force. Puis là, je faisais du gros front squat avec un full range, puis j'avais les adducteurs défoncés le matin de la game. Les adducteurs défoncés le matin de la game. Puis quand j'y réfléchis maintenant, peut-être que c'est une journée qui est plus adéquate faire un trap bar deadlift, tu sais, des affaires qui sont peut-être de nature plus concentrique, puis tu iras pas nécessairement dans un... Là, c'est ma réflexion, là, peut-être que je me trompe, mais dans un range où est-ce que c'est vraiment stressant, où tu dois contrôler une partie excentrique, surtout dans un end range. Fait que je donne un exemple, mais peut-être qu'un bench from pins pourrait être intéressant. Peut-être qu'un trap bar deadlift pourrait être intéressant. Peut-être que un certain... Push press serait hyper intéressant parce que ouais, dans le fond, exact. Le début de ton range of motion ne sera pas extrêmement loadé étant donné que c'est les jambes qui vont assister ce moment-là. Surtout forcé dans ton range of motion. Ouais, exact. En tout cas, ça, c'est une réflexion que j'avais, que je me suis dit que c'est probablement comme ça que je l'appliquerai à ce jour. Puis l'autre chose, ce qui est vrai, c'est dans la partie top speed que tu parlais, si tu l'entraînes pas, puis for some reason, t'as une game où est-ce que tu scores pas, ou tu scores une fois dans la game, fait que t'as comme 2 top end speed. La semaine d'après, ben t'as un bye week. Next thing you know, ça fait 3 semaines que t'as pas sprint full speed,
où tu as accéléré full speed, mais tu n'as pas sprint, tu n'as pas atteint ton top end speed, ça peut faire vraiment longtemps que tu n'as pas été là-dedans. Puis c'est là où je vois vraiment le risque de blessure se multiplier énormément. Puis c'est un peu pour ça qu'on dit que les special teams sont aussi dangereux, puis autant de blessures, c'est special teams. Je pense que c'est un moment qui est vraiment violent, qui est vraiment comme... Les special teams, c'est un peu malade, à mon avis, mais il y a beaucoup de blessures, ces special teams, qui sont des non-contact injuries aussi. Puis ça, je pense que les non-contact sont quelque chose que tu peux beaucoup plus prévenir avec une préparation physique puis des choses comme ça qui sont adéquates. Yeah, puis je veux dire, par rapport au top speed, max speed, c'est une erreur que les préparateurs physiques font encore à ce jour et ne l'entraînent pas adéquatement, selon moi, durant le off-season. So, peut-être que dans ta tête, si tu l'entraînes pas correctement dans le off-season, tu y penses même pas in-season. Probablement Mais pas. ceux qui le font comme du monde, ben, faut que ça se retrouve à quelque part dans ta semaine. Mm-hmm. Okay? Puis là, on est rendu au jeudi. Le jeudi, selon moi, football-wise, c'est là que tu veux tester ton gameplay. C'est là que tu veux rapper tous tes nouveaux schemes, tout ce que tu as rentré au meeting le mercredi puis peut-être le mardi contre le scout offensif ou défensif. Okay? Donc, pour moi, c'est une pratique qui est high intensity, mais qui a peut-être un moins gros tempo que le mardi pour s'assurer que tu n'arrives pas loadé à la game. Une autre façon d'entraîner ta force, ta puissance, ça serait le jeudi, c'est une très bonne idée aussi. Ça fonctionnerait très très bien, mais la clé, c'est que c'est plus vers le milieu / fin de la semaine. Fait un peu plus proche de la game parce que tu as une moins grosse stimulation du système musculaire et tes tendons qui prennent pas exactement le même temps à récupérer ou plutôt te laissent pas sur le même feeling, dans le sens que tu es plus raqué quand tu fais un full squat, par exemple, comme tu as dit, quand tu veux entraîner ou stimuler ton hypertrophie. Donc, les mouvements qu'on vient de nommer, là, excellent. Excellent. Un autre type de mouvement que je voudrais retrouver là, qui a un effet puissant sur le maintien de ta force, c'est les ISO, les Heavy ISO ou les Overcoming ISO. Excellent tool pour développer la force à un angle précis. C'est là que je l'utilise. Si tu t'entraînes en force ou en puissance le jeudi, peut-être que ton max speed, top speed, tu l'entraînes le mardi avant ta pratique. So, peut-être le matin, ça, tu fais ta journée, puis tu vas faire ta pratique par la suite. Puis training de top speed, max speed, obligé, comme un training de force, d'être hyper taxant pour maintenir tes acquis. Et peut-être warm-up, tu fais des trucs techniques, des drills pour maintenir ta technique de course, tu fais une coupe de wave d'axel pour te préparer à avoir un sprint high intensity, à haute vélocité. Tu fais quelques sprints haute vélocité, puis boum, ton maintien est fait. Mm-hmm. Okay. Ça dépend beaucoup des ressources de ton équipe et de toi. Ouais. Je veux dire, on parle d'une utopie. Comme en nutrition, comme dans n'importe quoi, l'objectif, c'est de s'en rapprocher selon le contexte de chacun. 100%. Puis de trouver ce qui va fonctionner pour l'athlète aussi. Je veux dire, dans un contexte d'équipe, tu as 50 gars, c'est pas les 50 gars qui vont bien répondre à la même chose aussi. Fait que c'est important d'avoir comme ces guidelines générales-là pour diriger où est-ce qu'on s'en va, mais après ça, c'est que chaque athlète soit capable de voir ce qui fonctionne le mieux pour lui. Par contre, je crois pas qu'il y a, il y a des gars qui aiment moins s'entraîner une saison. Je pense pas que toi, là, t'entraîner une saison soit mauvais pour toi. Je pense que c'est comme tout le monde peut en bénéficier. Ça, c'est un must. Tout le monde dit ça, exact. C'est comme les guidelines qu'on a fait dans le dernier podcast. Des règles générales dont tout le monde peut bénéficier. Exact. Le training, c'est le même principe. Okay? Et là, tu arrives au vendredi. Football-wise, je pense que ça devrait ressembler un peu au lundi, dans le sens où tu reps des choses, tu reps des choses pour avoir une bonne cohésion en termes de football et d'équipe. C'est un training où tu veux bouger. Okay, tu veux pas être inactif la veille d'une game. Okay, tu veux bouger sans créer de stress supplémentaire. Donc, d'avoir un walkthrough comme la plupart des équipes font, c'est excellent. C'est parfait. Tu bouges. Tu as ton warm-up, tu cours un peu, ça te dégourdit les jambes si on veut, ça stimule ton système aérobie, ça stimule ton bloc flow sans créer de stress. Mm-hmm. Niveau training, je pense que si tu as fait les choses dont on vient de parler, tu as fait ton training en hypertrophie, tu as fait ton training en force, ça serait ton minimum. Si en plus tu as réussi à rentrer un training de max speed là-dedans, la semaine est complète. Dernier point, OK? Pour peut-être compléter la semaine parce qu'on est déjà rendu au game day et on parlera de qu'est-ce que tu manges la veille d'une game. Ben,
côté training, tu peux aussi faire un training d'activation. Où est-ce que l'objectif va être de vraiment primer ton système nerveux. Selon les athlètes, ce training-là peut se faire le vendredi, la veille d'une game, okay, comme 24 heures avant la game, ou pourrait même se faire game day. Cette activation-là va dépendre un peu de comment chaque athlète répond, dans le sens qu'il y en a qui vont répondre à une plus grande amplitude si on stimule leur force max. Il y en a qui vont mieux répondre si on stimule leur vitesse max, ou un lift en vitesse, ou un lift élastique. Donc, un athlète généralement plus élastique, qui a plus tendance à dépendre de son élasticité pour performer, va mieux répondre à une stimulation élastique. Versus un gars qui performe plus à cause de sa force max, peut-être un lineman ou quelqu'un qui est très fort, va peut-être mieux répondre à un training qui va stimuler sa force max. Peut-être une coupe de set de quarter squat, mais très, très, très lourd, from pins. Rien qui va loader qui va trop loader, qui va trop charger, encore une fois, ton système. Tu n'auras pas besoin de dépenser plus d'énergie pour recover de ce training-là. L'effet, c'est que le lendemain, tu vas peut-être te sentir wired up. Tu vas peut-être te sentir vraiment prime, puis tu vas te sentir prêt à jumper sur le field, puis tu vas te sentir réactif, prêt à rentrer dans le game, puis performer au max. Et à la limite, tu pourrais même... Il y en a, je sais qu'il y a des gens qui répondent très bien à ce type de stimulation-là, mais pre-game. Sur une coupe le matin d'une game, pour bénéficier des effets de potentiation et de stimulation suivant le training. Mais à tester. C'est pas tout le monde qui répond bien à ça. Certainement pas tout le monde qui répond bien à un training d'activation le jour de la game. Peut-être pas la veille de la game non plus. Ça dépend un peu de chaque personne. Ouais, personnellement, moi, ce que je faisais, j'ai jamais pensé, honnêtement, faire vraiment un truc de force max game day ou la veille de la game. Peut-être que c'est ce que moi, j'aurais bénéficié de. Ça aurait peut-être été plus mon style, honnêtement, mais je le saurais jamais. Ce que je faisais à ce moment-là, personnellement, c'était vraiment comme en puissance. Je faisais des med ball slams, je faisais soit des jump squats ou vraiment light ou des box jump. C'était vraiment des trucs là, super explosifs. Puis la réalité, c'est que j'étais dans le gym pour 15 minutes. J'étais dans le gym pour 15 minutes, c'était super explosif. J'avais 2 ou 3 mouvements que je faisais 2 ou 3 séries avec une pause entre chacun. C'était vraiment pas long. 15-20 minutes, je suis rentré, je suis sorti. Puis ça, c'est ce qui me faisait sentir bien vraiment là, pour le lendemain. Moi, je le faisais la veille de la game. Tu peux profiter de ton walkthrough le vendredi, le fait que tu es déjà échauffé, déjà en training gear pour... Tu rentres au locker, t'enlèves tes spikes, puis tu t'en vas lancer une coupe de med ball, tu fais une coupe de jump, puis comme tu dis, ça prend 15-20 minutes max, that's it. Ce que je conseille... Ouais, exact. Ce que je conseille, c'est de t'assurer de prendre des bons breaks entre chacun. T'sais, le but, c'est pas de le clencher le plus possible, faire 3 med ball slam, attendre 30 secondes, en refaire 3. T'en fais 3, tu t'assois, tu chill 2-3 minutes, boum, tu le refais. T'sais. Tu veux chiller puis que ce soit vraiment là, avec un intent qui est maximal à ce moment-là. C'est le même guideline que si tu voudrais stimuler ta force, ta vitesse, ta puissance max, tu as besoin d'un repos qui est assez long. Exact. On termine avec la nutrition. C'est juste que tu fais pas beaucoup de volume. Exactement. On termine avec la nutrition la veille d'une game. Souvent, c'est une des questions qui revient. Puis c'est une journée qui est différente du reste de la semaine, à mon avis, maintenant. La veille de la game, nous, ce qu'on aime recommander pour les athlètes, puis encore une fois, c'est de tester ce qui fonctionne le mieux pour toi, mais c'est souvent la journée où les protéines restent encore égales. Fait que je le répète, les protéines restent encore égales. On va souvent diminuer les fats ou les garder où est-ce qu'ils sont le reste de la semaine, puis on va vraiment augmenter les carbs. Ça va être une journée un peu comme un refeed day qu'on va faire la veille de la game. Puis c'est important de rester actif cette journée-là. Fait que le walkthrough, le petit entraînement, puis même aller prendre une marche la veille de la game, c'est une bonne idée de le faire. Mais ton volume techniquement de calories, les gars qu'on coach pour la plupart, pas tout le monde, leur volume de calories puis de carbs la veille de la game va être beaucoup plus élevé. Fait qu'à chacun des repas, souvent, ou des fois tous les repas, sauf le déjeuner, on va intégrer une source de carbs, probablement de patates, de riz, de quinoa, de courges, de fruits, des affaires comme ça, la veille de la game. Puis, encore une fois, c'est de trouver ce qui, toi, te fait sentir bien. Souvent, c'est une journée où est-ce qu'on va avoir des sources de carbs qui sont plus fibreuses que le lendemain, qui est le journée de la game, mais pas trop non plus. Tu veux pas avoir un méga volume, puis le lendemain, tu as encore besoin d'aller aux toilettes, t'es comme vraiment plein la veille de la game. Mais souvent, c'est une journée qui est plus high carb. Fait qu'encore une fois, un genre de 4 repas-ish, OK?
bonne quantité de protéines, bonne quantité de légumes, plus c'est l'autre, tu vas augmenter tes carbs provenant de ça, un mix de riz ou de patates puis d'un fruit, par exemple, avec tes repas. Simple, simple, simple comme ça. Ça sonne compliqué, là, mais c'est vraiment aussi simple que ça. Puis je pense que ça va t'aider à te sentir mieux puis à performer la journée de la game. Alright, man. Je pense que c'est le temps de wrap it up. Yes, Gros sir. épisode. Gros épisode, man. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de take-away points pour le joueur actif, pour le coach aussi, peut-être. Yeah, 100%. Si tu vois, t'as un coach de foot qui nous suit et qui veut des tips pour améliorer le lifestyle ou le training de tes athlètes. So, très bon épisode. That's it. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Je le répète encore une fois, si vous avez des questions pour Bam et moi, n'hésitez pas à nous contacter via Instagram ou Discord. Vous pouvez nous contacter là. Je vous demande si c'est possible, donner un 5-star review, écrire un review, ça va nous aider avec le podcast. Merci beaucoup. Bonne saison à tout le monde, puis j'ai vraiment hâte de vous voir sur le field. Take care. Peace!